De la Commission, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Distingués participants, Mesdames, Messieurs, je tiens de prime abord à relever que, effectivement, le travail de notre commission thématique numéro 4 est résumé sur un total de 90 pages. Donc nous avons transmis le rapport complet de la commission au Présidium et je pense que ce travail... Écoutez le président de la commission au lieu de faire du bruit. Moi, j'apprends des choses là, de ce qu'il dit là. Donc je disais que notre travail porte au total sur 90 pages. Je pense que probablement le Présidium prendra les dispositions pour vous reproduire les rapports manquants. Mais déjà, je tiens à dire qu'après mon intervention, notre rapporteur général présentera justement sous-commission par sous-commission les rapports donc, de ces différentes thématiques. Monsieur le Président, je dois de prime abord dire que nous avons suivi avec un intérêt particulier les exposés et les interventions qui ont été faites par les deux commissions précédentes. En effet, nous avons constaté qu'il existe une frontière très mince entre les thématiques qui ont été développées, les problématiques soulevées et sur laquelle, pour beaucoup de points, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques minutes encore, j'écoutais le président de la commission qui nous précédait dire que certains des points devraient être évoqués justement par la commission thématique numéro 4. Je dois dire de prime abord aussi que nous avons été confortés par la justesse des constats qui ont déjà été présentés et aussi bien par la pertinence, nous l'espérons, donc des différentes recommandations que notre rapporteur général va vous présenter tout à l'heure. Nous avons noté que beaucoup de préoccupations et même beaucoup de recommandations qui portent sur les politiques publiques sectorielles sont déjà prises en compte. En effet, il faut le dire, la paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et l'exercice des libertés fondamentales sont largement tributaires des conditions de vie des Tchadiennes et Tchadiens de tous les âges et sont également les gages pour favoriser un développement durable permettant un épanouissement collectif, inclusif, égalitaire et soucieux de l'environnement. Conscient de ces préalables, 231 membres parmi les 1500 participants au dialogue national inclusif et souverain se sont réunis du 7 au 13 septembre 2022 à la Maison de la Femme à N'Djamena au sein de la commission thématique numéro 4 pour faire un état des lieux, débattre et traiter de la problématique des politiques publiques sectorielles dans la perspective d'une meilleure gouvernance du Tchad post-DNIS, alignée sur les meilleurs standards internationaux. Les membres de la commission 4 ont ainsi tout d'abord désigné un présidium composé de 6 membres et que j'ai eu l'honneur de diriger, et composé d'un vice-président, M. Hassan Saline, d'un rapporteur général, le professeur Ali Zakaria Moussa, et de 3 rapporteurs généraux, Dr Awa Othman Djamé, M. Ismaël Abdelakam et Ali Saleh Sougui. Puis se sont constitués et organisés en 13 sous-commissions sur la base des 32 secteurs d'activité ayant une réelle emprise sur le développement économique, social et culturel et environnemental du pays et inspirés des processus d'action découlant du décret mettant en place donc le dialogue. Je ne reviens pas sur ces 32 secteurs et notamment sur les 13 sous-commissions parce que vous l'avez dans le document qui est sous vos yeux. Ainsi, à partir d'une analyse sans complaisance des forces et des faiblesses depuis 1993 et même parfois bien avant cette date, et au regard du potentiel du pays, ainsi que des nombreux atouts et opportunités des 10 secteurs, les participants aux travaux de la commission se sont notamment interrogés sur les raisons justifiant le fait que le Tchad reste malheureusement à la traîne malgré toutes les réformes engagées. Vous vous souviendrez que pas plus tard qu'il y a 2 semaines encore, un triste palmarès nous a été servi en nous indiquant que nous sommes classés 190e sur 191 pays dans le dernier rapport sur le développement humain du PNUD. Il est à cet effet ressorti globalement l'impérieuse nécessité pour le pays de s'inscrire résolument dans une dynamique de bonne gouvernance, de façon à réduire, voire à juguler les maux chroniques structurels qui plombent son développement et qui sont repris ci-dessus.
Ces mots sont de trois ordres. Donc, premièrement, au niveau politico-stratégique, il se constate une politique harmonisée, une absence de politique harmonisée, énonçant clairement les intérêts stratégiques des populations, de l'État et de l'environnement biophysique du Tchad. Des failles institutionnelles, organisationnelles, juridiques et législatives sont ainsi relevées dans la majorité des secteurs étudiés, ce qui se manifeste par un empilement de normes législatives inappliquées, inapplicables ou désuètes, des critères d'organisation et de gestion contradictoires, difficiles à respecter en interne, au secteur et par les autres parties prenantes, qu'elles soient nationales, locales ou internationales. Au deuxième niveau, stratégico-politique, il ressort une absence de politique sectorielle harmonisée en termes de développement et de paix, et greffée à une politique publique du Tchad avec pour conséquence une insuffisance, voire une réelle carence de vision partagée par les porteurs, usagers et partenaires d'un secteur et entre les secteurs, carence de lignes stratégiques garantissant les intérêts stratégiques de vie et de survie du Tchad en termes de développement et de paix, articulant au moins 2 générations, absence de fichiers de compétences théoriques et pratiques par secteur et national, absence de plan de gestion environnementale et sociale pour toute initiative en faveur des populations dans leur diversité, de l'État et de l'environnement biophysique, absence de plan de prévention et d'intervention en cas de dérapage social, d'urgence et de catastrophe, absence enfin de plan de gestion et d'entretien des infrastructures de l'État. Au troisième niveau, stratégico-opérationnel, l'ensemble des facteurs politico-stratégiques et stratégico-politiques décrits ci-dessus laisse ainsi libre cours à, premièrement, des stratégies de positionnement économique, politique, géopolitique, communautariste, individuel plutôt que de complémentarité. Deuxièmement, des logiques d'accaparement et ou de privation des ressources humaines, matérielles, financières, techniques, spatio-temporelles, sur fond de gabégie, népotisme, corruption, au lieu plutôt que de partage équitable par certains porteurs, usagers et même par certains partenaires. Troisièmement, enfin, des ingérences, voire des immixtions intempestives de la part des politiques, des corps habillés, on peut les appeler des forces de défense et de sécurité, je crois aussi, ou des personnes extérieures au secteur impactant défavorablement l'accomplissement des missions dévolues à l'administration, à ses démembrements et à ses entités sous tutelle. De tout ce qui précède, les plans d'action en faveur des populations et de l'État, à divers niveaux, apparaissent comme étant mal conçus et ou mal mis en œuvre. Cette situation engendre inévitablement des mécontentements, des frustrations, voire des rébellions, ce qui compromet fortement les chances de faire sortir le Tchad du cycle de violence dans lequel il est plongé depuis des décennies, pour s'engager résolument enfin dans la voie de son développement. Ces mêmes facteurs ont également pour conséquence la création et la multiplication de divers conflits au sein d'un secteur ou intrasectoriel entre les acteurs politiques et techniques, entre les acteurs stratégiques et opérationnels, voire entre eux-mêmes. Pour l'édification d'un Tchad post-dialogue, il s'agit dorénavant pour chacun des 13 secteurs d'asseoir, d'appliquer et de respecter une politique publique sectorielle capable de, premièrement, sur le plan du capital humain et de l'emploi, valoriser le capital humain national de qualité existant dans les 2 langues officielles du pays, mettre en œuvre des stratégies immédiates pour soutenir et stimuler l'emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et associatif, inscrire comme priorité l'encadrement de la jeunesse, son autonomisation et sa participation dans les instances de prise de décision, refonder le système éducatif de façon inclusive en articulant savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir, en tenant compte de la culture tchadienne et en valorisant les ressources disponibles et potentielles. Sur le plan des réponses aux demandes de développement et de la recherche de la stabilité, explorer et rentabiliser tous les secteurs et mettre à leur disposition tous les moyens adéquats nécessaires, notamment budgétaires, pour valoriser ou redynamiser les ressources dans les différentes provinces du pays dans une perspective de synergie actionnelle. Mettre en œuvre des solutions immédiates
pour réduire le désenclavement intérieur et extérieur du pays, améliorer le climat des affaires, diversifier l'économie, attirer les investisseurs et promouvoir le Made in Tchad à travers, entre autres, le développement de filières porteuses agro-silvo-pastorales et halieutiques, ainsi que la création des zones économiques spéciales en partenariat avec le secteur privé national. Tirer profit des partenariats publics et privés et des financements alternatifs innovants pour le financement des projets structurants, soutenir les objectifs de développement et l'industrialisation du pays, faciliter la cohabitation homme-faune par la promotion des parcs et réserves nationaux, associer et impliquer la diaspora dans le développement socio-économique, culturel, environnemental et politique du Tchad et promouvoir une diplomatie économique et de développement. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de veille et d'intelligence économique et sociale, de placement des cadres tchadiens dans les institutions régionales, continentales et internationales, améliorer les conditions de vie des Tchadiens à travers une répartition équitable des richesses, des infrastructures et des services sociaux de base, santé, éducation, accès à l'eau, à l'électricité et au foncier, etc. Inscrire comme priorité dans le fonctionnement de l'administration publique, du secteur privé associatif, la prise en compte des aspects liés à l'inclusivité et au développement durable. Promouvoir la préférence nationale et accompagner les initiatives visant à réduire la forte dépendance économique du pays vis-à-vis de l'extérieur, à l'effet notamment de renforcer sa souveraineté et sa sécurité alimentaire. Poursuivre et accélérer le processus de modernisation et de digitalisation de l'administration publique, du secteur privé associatif pour assurer une meilleure qualité des services publics, explorer et tirer meilleur profit de l'usage intelligent et responsable des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs, utiliser et valoriser toutes les sources possibles pour assurer une fourniture d'énergie électrique et d'eau potable sur toute l'étendue du territoire en quantité, en qualité et à moindre coût. Moderniser le système statistique national en vue de garantir la qualité des données économiques, sociales et culturelles. Enfin, sur le plan de la bonne gouvernance, combattre l'injustice et les inégalités dans l'affectation des ressources humaines, matérielles et immatérielles, notamment l'impunité, le népotisme, la corruption et le favoritisme par l'organisation d'états généraux, ainsi que par l'instauration biannuelle d'un exercice de suivi et évaluation publique des entreprises et organismes sous tutelle, afin de rendre compte à la fois à la hiérarchie, à l'hétérarchie et aux usagers des services publics dans le cadre du devoir de redevabilité et de reddition de comptes. Inventorier, toiletter et actualiser tous les textes législatifs et réglementaires déjà adoptés en vue de leur mise en application effective ou leur adaptation aux contraintes du moment et accélérer la signature ou l'adoption de ceux en voie de promulgation. C'est le cas notamment du Code domanial et foncier, du Code de la famille, du Code de la route, etc. Assurer une plus grande justice et équité dans l'accès aux services publics, autant dans la capitale que dans les provinces. Et plus spécifiquement, prendre les mesures pour éviter les situations de monopole divers, la privatisation et l'accaparement de ressources par des minorités au détriment de l'intérêt général et du plus grand nombre. Mettre en œuvre dans tous les secteurs une organisation et une gestion axée sur les résultats avec obligation de transfert de compétences aux nationaux et aux locaux. Pratiquer en termes de développement le principe de subsidiarité où la hiérarchie et l'hétérarchie se démontrent concrètement sans pour autant qu'elles se chevauchent sur le terrain. Informer tous les acteurs à différents niveaux du processus pour que chacun assure le contrôle social sur l'autre, dont l'emploi du pouvoir d'influence positive des femmes sur les hommes et vice-versa. Appliquer effectivement le code de transparence et de bonne gouvernance et tous les textes existants en matière de lutte contre la corruption. Ces 25 résolutions fortes, une fois adoptées, permettront de décliner les politiques publiques sectorielles axées sur un développement durable et la recherche de la paix, et grâce auxquelles tout acteur et actrice se sentira responsable du bien-être individuel et collectif, ainsi que du bien vivre ensemble au Tchad dans le respect de la diversité. Je le disais en introduction, notre rapport fait au total 90 pages. Il ne s'agit ici que de la synthèse et notamment 25 recommandations qui
sont assez transversales par rapport à tout ce qui a été dit. Au total, nous avons donc 824 recommandations et 60 résolutions. Nous espérons que le Présidium pourra multiplier le document, même si c'est après que le rapporteur général n'ait présenté donc ces différentes résolutions-là. Il est à noter pour dégager ces 25 fortes résolutions, les travaux de la commission thématique 4 ont eu pour trame le postulat selon lequel on ne peut parler de bonne gouvernance dans un pays que lorsqu'il existe. Premièrement, la transparence et l'application du principe de responsabilité dans les procédures et dans les activités des institutions. Deuxièmement, la disponibilité des moyens d'action politique. Troisièmement, l'efficience et l'efficacité du secteur public légitimée par une participation effective de l'ensemble des parties prenantes à l'aide des partenariats multipartites. La capacité du pays à répondre aux besoins de la population dans le respect des droits, dont l'équité dans l'accès à la connaissance, à l'information et à l'éducation. Cinquièmement, des attitudes et des valeurs qui favorisent la responsabilité, la solidarité et la tolérance au sein de la population du pays. Sixièmement, l'obligation de rendre compte de ses actes. Septièmement, in fine, un état de droit où tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir et tout ce qui y est entrepris est viable. Avec l'autorisation du Présidium, je vais laisser la parole au rapporteur général qui va essayer donc de brosser sous-commission par sous-commission les rapports donc des différentes sous-commissions qui ont travaillé sous notre supervision. Merci.